L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité Pierre-Hugues est chef d'orchestre et musicologue. Il publie Petites histoires de la grande musique. C'est public chez Desclés de Brouwer. Bonjour André Perraigne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avec plaisir. On va prendre de la hauteur sur l'actualité. L'actualité qui est lourde. Et justement, dans ce contexte d'ultra-violence, quel est le rôle de la musique ? Est-ce que la musique est essentielle ? La musique est essentielle, bien entendu, dans la société. La musique exacerbe tous les sentiments de bonté, de bonheur, de joie. Oh, la musique peut décrire également la tragédie, bien entendu. Mais la musique, et surtout la grande musique, rassemble. On ne peut pas faire de la grande musique lorsqu'on fait de la musique de chambre sans écouter l'autre. La musique, c'est le partage. La musique, c'est la fraternité. C'est la tolérance de l'autre. Voilà. La musique, en général, et la grande musique en particulier, porte ces valeurs éternelles dont on a tant besoin. Et puis la musique consolatrice. Georges Duhamel disait la musique consolatrice. Eh bien, on a besoin de musique. C'est facile à dire pour vous qui êtes un musicologue, qui avez passé vos années dans les conservatoires et notamment celui de Nice. Est-ce qu'elle est vraiment accessible pour tout le monde ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'élitisme de la musique classique ? Alors voilà, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, c'est faux. Lorsque Schubert, lorsque Mozart, lorsque Beethoven composait, il ne composait pas pour les aristocrates ou pour les bourgeois dans leur salon, il composait pour le peuple, pour tout le monde. Et ces musiques sont accessibles. Écoutez la lettre à Lise, la petite musique de nuit, le lac des cygnes, et même la badinerie de Jean-Sébastien Bach, mais ce sont des musiques complètement abordables par tous, et qui restent dans l'éternité, contrairement parfois aux chansons de variété qu'on a oubliées au bout de 3 mois. Des siècles après, on continue à écouter avec plaisir Mozart, Beethoven ou Bach. Dans ce livre, Petites histoires de la grande musique, André Perraigne, vous nous faites découvrir les hommes qui se cachent derrière les géants. Bach, Beethoven, Lully, Monteverdi, des compositeurs que l'on connaît tous de nom, dont on connaît souvent quelques œuvres. Mais derrière ces compositeurs se cachent des hommes comme tout le monde. Et ça, c'est le cas depuis toujours, depuis l'Antiquité, racontez-vous. Mais bien entendu, les compositeurs, ce sont des hommes ou des femmes comme vous et moi, mais parfois, leur destin a été exceptionnel. Et ce sont ces destins que je raconte. Vous savez, on peut penser immédiatement à Beethoven. Beethoven, un compositeur sourd. Est-il imaginable que ce génie n'ait pas entendu les compositions qu'il écrivait ? Est-il imaginable que ce génie a dirigé lui-même sans l'entendre sa 9e symphonie, sa fameuse 9e symphonie avec chœur qui est devenue l'hymne de l'Europe. Mais ce sont des choses absolument inimaginables. Et bien justement, intéressons-nous aux grands compositeurs. Je vous propose de commencer avec Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach et ses nombreuses œuvres que l'on connaît, il avait un attachement particulier, lui, à l'évangile et à la foi. Mais bien entendu. Alors, Jean-Sébastien Bach est le musicien de la musique sacrée par excellence. Tout le monde connaît son choral « Jésus, que ma joie demeure ». Jean-Sébastien Bach, à un moment de sa vie, composait 1 cantate par semaine. C'était un stakhanoviste des cantates. Il a composé plus de 100 cantates. Il a composé ces passions extraordinaires. Lorsqu'on écoute la passion selon saint Jean ou la passion selon saint Matthieu, on entre tout de suite en prière. Et Jean-Sébastien Bach, pourtant, était un homme qui aimait la vie. Jean-Sébastien Bach, mon ami, a eu 21 enfants. Quelqu'un qui a eu 21 enfants aimait vraiment la vie. Avec combien de femmes ? Alors avec 2 femmes. La première était décédée et puis donc il s'est remarié. Et en tout, il a eu donc 21 enfants. Jean-Sébastien Bach aimait la vie. C'était pas uniquement cet homme sévère qu'on imagine dans la pénombre de sa tribune d'église devant son orgue. Non. Et puis Jean-Sébastien Bach aimait l'argent aussi. Et ma foi, c'est un travers qu'on connaît relativement peu, et cela l'avait entraîné à rompre un contrat qu'il avait avec un prince, le prince de Weimar, qui avait fort mal pris la chose, et cette rupture de contrat s'était mal terminée, et le prince de Weimar, le duc de Weimar, avait envoyé la police à Jean-Sébastien Bach, et Jean-Sébastien Bach a été emprisonné. On sait assez peu, il n'a pas fait des années de prison, il a fait uniquement quelques jours de prison, mais quand même, Jean-Sébastien Bach en prison, c'est quand même un scoop. Et comme je m'amuse à dire, pendant qu'il était en prison, Jean-Sébastien Bach n'a pas fait de fugue. Et d'ailleurs, Jean-Sébastien Bach partage un point commun avec le compositeur Handel. Le point commun, c'est qu'ils ont tous les deux été victimes d'un charlatan.
Ah oui, alors ils ont été victimes d'un charlatan. D'abord, ils ont un premier point commun, ils sont nés tous les deux dans la même année ils sont En 85, en en 1685. 1685, d'ailleurs la même année que Scarlatti. C'est une bonne année pour la musique. Hein. Alors il y a une année sinistre, c'est l'année 1791, l'année de la mort de Mozart, mais cette belle année 1685 où Mozart, Handel et Scarlatti sont nés. Donc Bach, à la fin de sa vie, a été victime, d'un charlatan qui s'appelait le docteur Taylor, qui se faisait passer pour un ophtalmologue universellement connu. Il prétendait avoir soigné le roi d'Angleterre. Et vous racontez que quand il arrivait dans les villes, il précédait son arrivée par des campagnes de tract, de communication. Oui, des campagnes de communication. Il arrivait avec toute une équipe, comme un cirque qui arrive, et il était là pour soigner les gens. Alors, Bach et Handel se sont fait avoir, et en fait, ils se sont fait soigner par ce charlatan, et tous deux ont fini leur vie aveugles. Oui, c'est terrible parce que c'est quelques jours d'ailleurs avant la mort de Bach que Bach se fait opérer sans anesthésie à l'époque de la cataracte. Enfin, c'est terrible. Oui. Et il a rédigé, il a dicté son dernier choral à un de ses élèves. Voilà, c'est un choral qui s'ouvrait vers le ciel. Mais il était devenu aveugle, ou presque totalement aveugle, à cause de ce charlatan qui s'appelait Taylor. Je ne vous le recommande pas. Intéressons-nous maintenant à l'époque baroque. Parmi les nombreux grands compositeurs de concertos de l'époque, il y a bien sûr Vivaldi et ses 4 saisons. Il y a Stradella. Alors Stradella, vous nous avez raconté qu'il a été exécuté par un tueur à gages. Oui, il a été exécuté par un tueur à gages parce que tout simplement, il avait essayé de courtiser la femme d'un aristocrate de l'époque et ma foi, ça a mal tourné. Et ce compositeur qui était très célèbre à l'époque, on le connaît moins aujourd'hui, mais enfin il était un petit peu l'équivalent de Vivaldi, a été tué par un tueur à gages. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire de tueur à gages, c'est qu'en général, on a l'image de la musique classique comme un milieu très feutré, très polissé. En fait, c'était parfois des voyous. Écoutez, la musique adoucit les mœurs, on dit. Mais c'est pas du tout le cas. Tenez par exemple Berlioz. Berlioz qui est passé en 1830 pour un terroriste, hein, le mot hélas est à la mode, et qui a, parce qu'il était armé de 2 pistolets, dans l'intention tout simplement d'aller tuer sa fiancée qui avait été infidèle. Elle lui avait été infidèle avec quelqu'un dont on connaît le nom, c'est le fabricant de piano Pleyel. Et donc il se trouvait à Rome, il a décidé de revenir à Paris, dans l'intention, je l'ai dit, de tuer les 2 amants, et il a été arrêté à Nice, hein, sur le retour de Rome vers Paris, par la police qui l'a désarmé, et qui l'a emprisonné quelque temps, et qui l'a expulsé du comté de Nice. Nice n'était pas française à cette époque-là. Nous sommes avec André Perraigne, musicologue et chef d'orchestre. Difficile de ne pas s'arrêter un peu sur la figure de Beethoven. Vous lui consacrez d'ailleurs un chapitre entier à cet homme condamné à la surdité. Mais si l'on connaît son handicap auditif, on apprend qu'il souffre d'un autre handicap, il manque d'amour. Oui, mais c'est le cas, c'est le cas de beaucoup d'hommes, hein. Il faut le reconnaître, mais c'est le cas de beaucoup de compositeurs, en particulier Schubert. Hein. Schubert a couru tout au long de sa vie après l'amour, il a rencontré la mort à 31 ans. Hein. Et Beethoven, effectivement, avait un manque d'amour. Il est vrai que son handicap de surdité ne le favorisait pas les rencontres féminines, c'était évident. Pourtant, des amours, il en aura, notamment avec ses élèves. On va écouter un morceau et que tout le monde connaît, je pense. Écoutons-le. Les auditeurs auront peut-être reconnu la lettre à Élise. Et en fait, Élise, c'était une de ses élèves qui ne s'appelait pas Élise, avec laquelle il aura quand même une aventure. Oui, Élise ne s'appelait pas Élise. Oui, ça c'est une information que l'on peut donner ce matin. Enfin, pourquoi? C'est un petit peu connu. Tout simplement, c'est que Beethoven écrivait mal. Et cette Élise s'appelait en fait Thérèse. C'était Thérèse Malfatti. Il avait tellement mal écrit le prénom de Thérèse que l'éditeur a lu Élise à la place de Thérèse, et c'est devenu la lettre à Élise. Alors Thérèse Malfatti, c'était
c'était une de ses élèves, effectivement. Vous savez, il y a souvent des relations amoureuses qui s'instaurent entre les professeurs et les élèves. Et ce fut le cas avec plusieurs élèves de Beethoven, dont Thérèse Malfatti, dont Giulietta Guicciardi, à qui il a dédié la fameuse sonate au clair de lune. Voilà une œuvre amoureuse. Mais évidemment, tous ces amours ont été sans lendemain, parce que ces jeunes femmes appartenaient à l'aristocratie viennoise, et les parents ne voulaient en aucun cas que leur fille se marie avec un saltimbanque, parce que c'était ça, Beethoven, et en plus, un saltimbanque atteint de surdité. Beethoven, c'était aussi un écolo avant l'heure. Ah ben oui, tout le monde connaît la symphonie pastorale, la 6e symphonie, la symphonie pastorale. Et ceci est une conséquence d'ailleurs de sa surdité. Lorsque sa surdité devint plus importante, il fut obligé de quitter les salons viennois, les salons aristocratiques, dont il était la coqueluche. Et il ne pouvait plus tolérer d'être au milieu des gens et de tendre l'oreille et qu'on s'aperçoive qu'il soit sourd. Donc il est allé dans la nature, il s'est confié à la nature. Et c'est ce qu'il raconte au travers de sa symphonie pastorale. Il décrit son rapport, le rapport de l'homme et de la nature, l'homme qui se promène le long du ruisseau, l'homme qui entend ou qui voit les chants et les danses des paysans, l'homme qui est subitement touché par l'orage, qui gronde au milieu de la nature. Voilà, et ce que décrit cette symphonie pastorale, une symphonie écologique. André Pereng, ce matin, on entend votre passion pour ces compositeurs, on entend votre amour de la musique. Comment vous le vivez ? Qu'est-ce qui vous plaît tant à découvrir ces compositeurs ? Ce qui me plaît, la musique me porte. La musique me console, parce que je peux passer par des moments malheureux aussi. La musique me met la joie au cœur. Et puis, la musique me permet de rencontrer les autres. Lorsque je suis chef d'orchestre, je m'adresse à des musiciens, je crée la musique avec mes gestes. C'est un sentiment extraordinaire, à la fois d'amour, de partage, de bonheur. La musique est un bonheur permanent, et la grande musique en particulier. Et justement, en ce moment, l'actualité est particulièrement lourde, pénible. Vous, quand ça va pas, qu'est-ce que vous écoutez ? Alors c'est la question qu'on me pose. Je vais vous répondre de la musique. Je n'ai pas vraiment de compositeur préféré. Si, je suis quand même un romantique dans l'âme, j'aime beaucoup Frédéric Chopin. Mais je peux écouter du chant grégorien qui élève l'âme. Vous savez, ce chant qu'on chantait sous les voûtes des cathédrales gothiques, ou je peux écouter de la musique contemporaine. Tout cela fait mon bonheur, tout cela fait le bonheur de ma vie, et je le conseille à tout le monde, je le conseille à toute la société. Je le conseille à tous nos auditeurs, faites l'effort d'écouter la grande musique, c'est un capital de bonheur que vous donnez pour la vie. Merci beaucoup. André Pereng, je rappelle que vous publiez Petites histoires de la grande musique, c'est chez Desclés de Brouwer. Merci ce matin d'avoir accepté notre invitation sur RCF. Merci à vous. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. De week-end en week-end.